En France, on a encore une vision de l'éducation qui est très liée aux notions d'obéissance et de pouvoir. Je suis en sécurité parce que j'entends les bruits, j'ai des odeurs qui me sécurisent, le contact me sécurise. Tu viens jouer avec moi ? Ça remet en cause évidemment l'éducation qu'on a reçue. Voilà, alors on fait pas ces sacrifices pour toi. Donc en fait, il faut poser un autre regard sur l'enfant, si je comprends bien. Ouais, d'accord. Mais dans la pratique, moi, je suis complètement perdue. Quelles sont les préoccupations d'un enfant ? Pikachu reste à la maison avec Doudou. Mais t'as jamais le temps. Eh oh, je suis là, j'existe. La culture de la punition, c'est le terreau de la maltraitance. Nous aussi, on a des droits. Ici, sur Horizontal, nous sommes persuadés que nous devons changer notre regard sur les enfants et leur redonner la place qu'ils méritent dans la société. Oui, mais comment faire quand on a si peu de modèles de posture à hauteur d'enfants autour de nous et que nos réflexes et nos référentiels ne sont pas toujours alignés avec nos intentions de parents ou de professionnels au contact d'enfants ? La théorie, nous l'avons, ce sont des outils pratiques, concrets que nous venons chercher ici. Bienvenue à bord du podcast Horizontal. Bonjour Marion, merci pour ton temps. Je suis ravie de te recevoir au micro de Horizontal. Je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites et puis si tu pouvais aussi, en plus de ta présentation, nous décrire un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi toi. Ok. Alors, je suis Marion Guillet. De formation, je suis éducatrice Montessori et sophrologue. Ma passion, c'est vraiment tout ce qui entoure l'accueil des émotions autour de l'enfance. C'est vraiment ça mon kiff ultime. Et donc, je me suis formée à différentes techniques d'accueil des émotions et aussi de médiation. Entre médiation, restauration de liens. En fait, je me suis découvert une passion pour la pédagogie Montessori. Donc, quand je me suis formée pour devenir éducatrice Montessori, j'ai découvert un monde où on respectait les rythmes des enfants et où ils avaient libre accès à l'extérieur, liberté de mouvement. Et ça, moi, ça me passionnait. Donc, je suis allée voir plusieurs structures autour de la pédagogie Montessori. Et en fait, j'ai pas vu ce que j'avais lu dans les livres. En fait, les structures Montessori en France, elles proposent pas autant de liberté que ce que les écrits proposent. Et donc, je me suis dit, ok, je vais aller découvrir les écoles démocratiques qui ont l'air beaucoup plus proches de cette philosophie de l'accueil de l'enfance dans tout ce qu'elle est. Et je me sens un peu stressée, donc je parle vite. Mais plus ça va aller, plus je vais me détendre et plus ça va être tranquille. Bien sûr, tranquillement. Et en découvrant les écoles démocratiques, j'ai découvert toute cette philosophie de hauteur d'enfant et de comment est-ce qu'on crée un vivre ensemble où les enfants ont une voix qui compte autant que la nôtre. Et en découvrant ces écoles, j'ai découvert les cercles restauratifs, la médiation par la communication bienveillante. Et en fait, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce qui rassemble toutes mes passions, c'est la communication bienveillante. Pour moi, que ça soit autour de l'enfance, autour de l'accueil des émotions, des professionnels de l'enfance et des parents, parce que pour moi, c'est indissociable en fait, accompagner l'enfance et accompagner les parents autour de l'accueil des émotions, parce que l'un va pas sans l'autre. Et donc voilà, je navigue autour de ces sphères depuis des années, autour de l'enfance, de l'accueil des émotions, dans tout type de structure d'accueil. Et j'ai vraiment très très envie de contribuer à l'évolution de ce modèle éducatif en France, qui est un modèle autoritaire et punitif. Et donc ça fait des années que je me forme pour découvrir tous les outils qui permettent de passer à un modèle éducatif qui soit bienveillant, coopératif, la considération profonde de l'être qu'on a en face, peu importe son âge. Et pour le contexte dans lequel j'ai grandi dans un contexte très, un peu comme décrivait la personne que tu as reçue, Nicolas, dans le dernier podcast, très traditionnel, avec une mère au foyer qui s'occupait des enfants et un père très absent qui travaillait énormément. Voilà. Et avec en plus, moi j'ai eu une éducation catholique quand j'étais enfant. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à regarder en fait notre modèle éducatif et à te construire un avis dessus? Comment tu t'es dit, tiens, il y a un problème dans notre société là-dessus ou un problème? En tout cas, il y a peut-être des choses qu'on pourrait améliorer, qui ne me parlent pas. Comment ça s'est mis sur ton chemin en fait, ces thématiques-là?
Alors, là, ce qui me vient, c'est un souvenir de moi en CM2 qui me dit Ok, ce soir, je rentre et j'écris un livre pour expliquer aux adultes comment parler aux enfants, parce que je vois bien qu'il y a un truc qui va pas du tout. Le petit garçon à côté de moi, il se fait taper par son papa quand il rentre le soir, quand il a des mauvaises notes, alors qu'il travaille beaucoup plus que moi. Et il y a un truc qui est pas normal, en fait. Il y avait vraiment un petit cœur d'enfant qui a compris qu'il y a un truc qui se passait pas. C'était pas ok, quoi, ce qui se passait dans cette salle de classe. On n'avait pas toutes et tous les mêmes chances, et j'ai senti que les adultes, ils avaient oublié comment fonctionnaient les enfants. Donc j'ai eu ce petit rêve d'enfant. Et puis en plus, en grandissant, quand j'ai fait ma licence de psycho, j'ai commencé à garder des enfants à côté de mes études, et je voyais bien que tous les problèmes qu'avaient les enfants, en fait, tous les problèmes qui étaient pointés du doigt, j'ai compris qu'en fait, c'était pas des problèmes, mais c'était la société ou le modèle éducatif qui faisait que l'enfant, il pouvait pas s'épanouir, il était un peu comme compressé. Et j'ai gardé énormément d'enfants dans ma vie, dont les parents m'ont dit cet enfant a un problème. Et moi, en passant du temps avec l'enfant, je voyais qu'il n'y avait pas de problème. C'était ce qu'il y avait autour, le problème. Et donc, je me suis dit, ok, je vais aller voir où est-ce qu'il y a des structures qui accueillent les enfants, mais avec une vision différente de celle qu'on a. Oui, en fait, c'est la case carrée dans laquelle on doit tous rentrer. Finalement, on est rond, on est triangle, on est hexagonal. Et c'est le carré qui est problématique, c'est pas forcément nos formes à nous. Je trouve ça hyper intéressant et je suis toujours très impressionnée d'avoir accès à nos raisonnements d'enfants. Finalement, parce que moi, je me retrouve dans ce que tu dis, dans ce regard d'enfant sur le monde des adultes en disant mais ils sont complètement à côté de la plaque, hein, tous. Et en fait, si on nous les demandait notre avis, ou si on nous laissait nous exprimer, mais ils sont à côté de leur pompe et ils se fatiguent pour un truc qu'on ne peut pas leur donner. Ça abîme notre lien parce qu'on se fait tout le temps engueuler ou on n'est jamais à la bonne place, dans la bonne position, en train de faire le bon truc. Et c'est chiant, quoi, parce qu'on n'est jamais assez. Donc en fait, tu grandis en te disant putain, je suis jamais assez. Je mange jamais assez bien, ou trop, ou pas assez. Ou, enfin, je veux dire, il y a toujours un truc qui a à redire. On est toujours en train de redire sur les enfants. Et alors que nous, on est... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce côté... moi, je me souviens d'avoir eu des raisonnements très tôt, quoi. Donc, je sais pas, je trouve ça toujours chouette quand on s'en souvient, parce que ça nous fait nous rappeler qu'ils sont intelligents, ces enfants, qu'ils comprennent très vite, et que peut-être que si on leur demandait davantage leur avis, ils auraient des meilleures solutions que nous, les adultes, le moment venu. Donc... hyper intéressant. Et toi, en fait, est-ce que tu touches du doigt une parentalité aujourd'hui dans ta vie ? Alors, en fait, je suis belle-mère, donc je n'ai pas d'enfant. Pas qu'il soit sorti de mon utérus, en tout cas. Je suis belle-mère. Ma belle-fille, on l'a depuis peu, 1 semaine sur 2. Ça y est, on est repassé à un 50-50 après 3 ans et demi de challenge, dirons-nous, pour récupérer ce 50-50. Mais en fait, je me suis toujours sentie une maman, j'ai toujours été au contact d'enfants, j'ai toujours gardé des enfants. J'ai vraiment ce truc, j'ai l'impression que tous les enfants sont mes enfants et que tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour eux, et elle et eux. Et... Donc j'ai l'impression de toucher du doigt la parentalité très très fort dans ma vie, oui. Même si je suis pas maman de par un enfant qui serait sorti de mon utérus. Donc du coup, tu as une belle-fille, donc tu as un enfant dont tu as la responsabilité 1 semaine sur 2. Comment c'est arrivé dans ta vie ? Enfin, comment tu t'es positionnée ? Parce que c'est quand même un rôle qui est particulier, dont on parle assez peu. En tout cas, moi, je lis très peu de choses au sujet de ce rôle dans les familles. C'est pas facile d'être belle-mère. Enfin, déjà, c'est pas facile d'être mère. Alors, belle-mère, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette posture ? Comment tu l'as appréhendée ? Je peux être complètement honnête, même si ça peut paraître un peu perché pour certains ou certaines. Ah, s'il te plaît, sois comme tu veux être. Ok. En fait, j'ai rêvé de ma belle-fille 3 ans avant de la rencontrer. Un rêve qui m'a habité pendant très très longtemps, où une petite fille me courait dans les bras et elle avait les cheveux lisses, et vous voyez pas, mais j'ai les cheveux bouclés. Et dans mon rêve, je savais que c'était pas ma fille, mais il y avait un amour maternel entre elle et moi qui était transcendant, quoi. Ça m'a habité pendant des années jusqu'à ce que je la rencontre. Et donc, il y avait ce truc un peu magique qui faisait que j'étais là, ça y est, on se retrouve en fait toutes les deux. J'aime tellement les enfants, je rêvais en fait de rencontrer une enfant qui ait besoin, entre guillemets, de ma présence. Et
Et c'est ce qui s'est passé, c'est comme si la vie m'avait offert, bah voilà, t'as envie d'accompagner un enfant, mais t'es pas encore prête à être maman, et ben donc je l'ai vécu comme un énorme cadeau, en fait. Je l'ai vraiment vécu comme un cadeau incroyable. Et, euh, et j'ai quand même envie de dire que si je pense que je l'ai si bien vécu, c'est parce que j'ai pratiqué les relations libres et le polyamour pendant plusieurs années de ma vie, et que ça m'a appris à partager l'amour. Et ça, je pense que sans ça, ça aurait été très compliqué parce que ces expériences de relations libres m'ont permis d'aller travailler dans mes insécurités par rapport au fait de partager l'amour. Et sans ça, je sais pas si j'aurais réussi, honnêtement, parce que c'est très très challengeant de partager son amoureux avec quelqu'un qui est pas ta fille ou ton fils, ou c'est... Ouais. Oui, puis finalement, moi, tu vois, de mon point de vue extérieur, c'est plus un duo parental, c'est un trio ou un quatuor si l'autre personne a refait sa vie aussi. Et du coup, ça multiplie aussi la nécessité de faire des compromis, de lâcher, parce que je vois la difficulté que c'est d'être d'accord à deux, d'être dans la même énergie, d'être aligné, pardon, de vouloir les mêmes choses. On n'a pas les mêmes peurs, on n'a pas les mêmes bagages. Et donc là, il faut s'aligner à 4, quoi. Ah mais tellement, c'est un challenge tellement intense. Mais moi je suis trop fan, comme je suis formatrice en communication bienveillante, c'est un peu le terrain de jeu parfait pour expérimenter. C'est très très piquant parfois, très acide, et en même temps, ouais, je suis fascinée par ce truc de mais venez, on est des adultes, on essaie de se mettre d'accord parce que l'intérêt c'est pour l'enfant. Donc comment est-ce qu'on... toi t'as envie de quoi, toi t'as envie de quoi, toi t'as envie de quoi, toi t'as envie de quoi. Ok, comment on trouve un terrain d'entente entre toutes les envies, tous les besoins, toutes les limites de tout le monde pour faire quelque chose qui convienne. Moi je trouve ça fascinant de faire ça. Mais bon, les autres, pas forcément. Ouais, c'est ça, c'est on peut avoir les meilleures intentions du monde. Si on est les seuls à les avoir, on va pas très très loin. En tout cas, moins vite. Ok. Toi, Marion, donc du coup, dans ta parentalité que je comprends que tu vis, enfin que tu as accueilli, bras ouverts, cœur ouvert, et que tu vis pleinement, c'est quoi les difficultés que tu rencontres et que tu pourrais partager avec nous? L'idée, c'est quand même d'essayer de s'outiller. On s'adresse à des parents qui nous écoutent, ou des professionnels de la petite enfance qui ont cette intention de s'inscrire dans une démarche la plus horizontale possible, bienveillante. On essaye de sortir de ce que tu décrivais, ce monde hyper dominant, hyper autoritaire. Et finalement, comment on fait, quoi? Donc, toi, face aux difficultés que tu peux rencontrer, parce que on en rencontre tous, même si c'est des difficultés, c'est pas forcément les problématiques, voilà, parce qu'on disait lors de l'épisode précédent, c'est des étapes, c'est des phases difficiles. Comment tu gères ces moments-là? Moi, je suis un peu extrême dans ma façon de, de créer un cadre autour de la communication. C'est quelque chose, je peux pas faire sans. Donc, ma technique à moi et celle que je peux partager, c'est que dès que je ressens une tension, je l'exprime. J'attends pas qu'il y en ait plein qui s'accumulent pour à un moment péter un câble. Et donc, c'est pas très confortable au quotidien. C'est assez challengeant de vivre avec quelqu'un qui, chaque fois qu'il y a une tension, le verbalise. Mais sinon, c'est vraiment la cata, quoi. Et je peux prendre un exemple. Là, le fait que ma belle-fille soit avec nous une semaine sur 2, ça a créé un énorme changement dans notre vie. Parce qu'avant, elle était là 3 jours par semaine, la semaine où on l'avait. Donc, c'est un gros changement. Et pour moi, c'est important de respecter des continuums, de faire petit à petit. Par exemple, on l'a eu 15 jours, un jour après l'autre en plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui, vous avez fait progressivement. Comme un bilan. Ouais, progressivement, comme pour faire un petit bilan à chaque fois. Et moi, j'ai bien vu qu'en fait, ça allait trop vite pour moi parce qu'avec les vacances, finalement, elle a été 3 semaines à la maison. Et donc, ce qui a été challengeant pour moi, ça a été de savoir m'écouter, en fait. Je crois que c'est ça le plus challengeant. C'est de savoir s'écouter vraiment. Parce que j'ai pété un câble pour un truc débile, genre des fringues de ma belle-fille qui traînait dans le salon, et je me suis vraiment énervée fort pour ça. Je l'ai très mal vécu. Et en fait, c'est parce que j'avais pas pris le temps de m'écouter les jours d'avant et de voir qu'il y a un truc qui était pas OK pour moi dans ce changement de rythme. J'ai pas su le mettre en mots, et donc ça a fini par péter sur un détail. Ouais. Et ça, pour moi, c'est pas OK, en fait, d'exploser pour un détail. C'est hyper important de prendre soin de son hygiène émotionnelle, de s'écouter et de pouvoir dire là, c'est pas OK pour moi cette situation. J'ai envie qu'on continue d'avoir des moments privilégiés, ou j'ai envie qu'on remanie l'espace pour que chacune se sente vraiment chez soi. Moi, mon conseil, c'est dès qu'il y a une tension, dès qu'il y a un inconfort,
le partager et faire en sorte de savoir accueillir les inconforts des autres aussi. Oui, Parce que... j'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'est effectivement une bonne idée de le verbaliser, mais il y a une étape avant qui n'est pas évidente, en tout cas pour moi, elle n'est pas évidente, donc je me permets de le dire pour, si on est plusieurs dans ce cas-là, on se retrouvera, mais c'est déjà de la ressentir parce qu'on vit à 10 000 à l'heure, on n'a pas le temps de se dire tiens là j'ai l'estomac qui s'est un peu serré ou tiens là je sens que dans mon corps je commence un peu à me rigidifier, il y a peut-être un truc qui me dérange. On trace, on déroule le planning de la journée parce que demain il y a école, parce qu'il faut retourner au boulot, parce qu'on a des mails, parce qu'il n'y a pas le temps quoi, l'activité de l'un, l'activité de l'autre et la bouffe et les linges et en fait c'est pas toujours qu'on n'est pas capable de dire, c'est qu'on ne ressent pas et quand on ressent c'est qu'on a pris le mur dans la gueule, enfin là on n'a plus le choix que de le ressentir, il nous est tombé sur la tête. Donc je pense aussi que c'est un gros challenge pour nous tous de ressentir, prendre le temps. Et ça pour moi c'est un défi énorme. Oui, c'est effectivement c'est ce que j'oublie parfois dans mes accompagnements, c'est de parler de cette première étape qui est apprendre à s'écouter, à écouter ses sensations. Moi, comme je baigne dedans depuis 15 ans, ça me paraît hyper fluide, mais c'est vrai qu'il y a cette première étape de savoir observer. Et j'ai envie de dire, quand on observe sa tension, c'est hyper important d'être bienveillant avec soi. Parce que parfois, on a une tension qui apparaît et on veut pas l'écouter parce qu'on se dit « Oh, mais ça va, c'est juste un truc qui traîne, c'est juste machin, je vais pas saouler l'autre pour ça, je vais le garder pour moi. » Et en fait, on n'est pas très bienveillante et bienveillant avec nous-mêmes quand on ressent des tensions parfois et qu'on vit mal une situation. Et je dirais, oui, peut-être le conseil, ça serait réapprendre à vous écouter et être douce et doux avec vous-même quand il y a une tension, parce que tout ce qu'on ressent est légitime. On a le droit de mal vivre des trucs qui peuvent paraître enfantins ou de détails, mais c'est quand même légitime. Et apprendre à partager les petites tensions du quotidien qui paraissent si légitimes et pour lesquelles on se juge, en fait, c'est le meilleur terrain de jeu pour s'entraîner à parler des vraies choses vraiment tendantes à un autre moment. Et en tant que parent, dans ta relation avec ta belle-fille, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, je sais pas, aller manger, aller se coucher, s'habiller quand c'est l'heure, parce que bien sûr qu'on a envie d'être bienveillant, bien sûr qu'on a envie de respecter les besoins de chacun, mais on a un cadre et une société qui n'est pas forcément adaptée, dans laquelle on ne peut pas toujours s'extirper. Comment tu gères une situation où tu proposes de mettre le manteau et tu prends une réponse négative, ou est-ce que ça se passe pas comme ça t'arrangerait que ça se passe? J'essaye vraiment de faire la différence entre quelque chose de très 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 important pour la santé ou l'hygiène de l'enfant et quelque chose qui en fait vient juste me titiller moi. C'est vraiment important pour moi de faire preuve de discernement dans ces moments-là, de pourquoi est-ce que ça m'énerve en fait qu'elle veuille pas mettre son manteau. Pourquoi est-ce que je peux pas juste moi le prendre et l'emmener dans la voiture et puis au pire je le déposerai sur son porte-manteau à l'école. Combien de fois des parents sont venus me voir parce que leur enfant voulait pas mettre des chaussures avant d'aller à l'école et moi je leur disais mais emmenez-les sans chaussures en fait. Et en général à partir du moment où le parent se dit ah mais oui, si je dépasse ma honte d'emmener l'enfant à l'école en pyjama ou sans chaussures, et la plupart du temps en vrai l'enfant il s'habille et il met ses chaussures juste avant. Et donc moi ce qui m'aide vraiment c'est ça, c'est ce discernement de me dire ok, est-ce que ça vaut le coup que j'insiste ou est-ce qu'en fait ce truc là je peux lâcher parce que c'est moi qui bloque là-dessus, parce qu'en vrai quand j'étais petite ma maman elle bloquait là-dessus et donc j'arrive pas à l'accueillir chez l'enfant en face de moi parce que j'ai pas été accueillie là-dedans. Et il y a beaucoup d'histoires de lâcher prise. Et puis quand j'insiste toujours en disant à l'enfant que c'est pour mon besoin, si c'est pour mon besoin. Moi je t'emmène à l'école, je fais le choix de t'emmener à l'école parce que j'ai envie d'aller travailler, parce que c'est une vie qui me convient, d'avoir de l'argent à la maison pour pouvoir faire des activités et tout. C'est pas qu'il faut que je t'emmène à l'école. Ok, t'as pas envie d'aller à l'école, je vais pas te dire que t'es obligé, c'est pas vrai, t'es pas obligé. Juste, je fais le choix de t'emmener à l'école parce que moi, ça nourrit mes besoins. Et si tu veux, on pourra discuter plus tard de pourquoi toi, à ce moment-là, c'est pas ok. Mais là, je fais le choix de t'emmener quand même si t'es pas d'accord. Et t'as le droit de pas être d'accord, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'avoir peur, t'as le droit d'être fâché contre moi, c'est ok. Validation de l'émotion, maintien de la position. T'as le droit de ressentir ça, ça n'empêche que ça va quand même se passer comme ça parce que moi j'en ai besoin à ce moment-là. Il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais rebondir dans ce que tu viens de dire. La première, c'est effectivement, est-ce qu'on pourrait un peu se dire, en toute honnêteté, qu'on mène des combats qui sont inutiles ?
mais enfin, franchement, on s'épuise pour rien. Moi, ce matin, et c'est très drôle que tu prennes cet exemple, mon fils, ça fait 3 matins qu'il va à la MAM pieds nus. Il ne veut pas marcher. Il veut pas mettre ses chaussures. Marche. Puis il a mal aux cailloux. Ouais, mais t'as pas de chaussures, c'est ton problème. Et puis, c'est pas grave en fait. Et je vais pas commencer ma journée en abîmant le lien avec mon fils ou en se quittant fâché pour une histoire de pompe que j'en ai rien à faire en fait. Qu'il arrive pieds nus dans la MAM, il se débrouille avec sa nounou si après il faut aller laver ses pieds. Enfin, c'est pas grave, j'ai pas envie de mener ce combat. Donc on le dit souvent, on choisit ses combats, mais moi j'invite les parents qui nous écoutent et les professionnels de la petite enfance qui nous écoutent à se limiter aux combats nécessaires. Et franchement, quand on regarde vraiment, il y en a pas 15 qui méritent vraiment qu'on les mène. Non mais franchement, l'hygiène et la sécurité de nos enfants, on vit en France, tout le monde, la plupart d'entre nous, ou en Belgique, pour pas mal d'auditeurs, on vit dans des pays où ça va, on peut marcher pieds nus 3 mètres, enfin je veux dire, on va pas, voilà, on a cette chance-là, donc prenons-la. Donc oui, abandonnons les combats inutiles. Enfin moi, mon fils, quand il veut pas prendre sa fourchette, il mange avec ses doigts et j'en ai rien à faire, quoi. Enfin c'est son problème et je suis certaine qu'en grandissant, il prendra sa fourchette. D'ailleurs, quand il veut, il le sait très bien le faire, donc... Enfin voilà, facilitons-nous la vie là où on peut parce que c'est de la fatigue, c'est de l'énervement, c'est des tensions, on abîme le lien inutilement, clairement. Donc moi je te rejoins là-dessus et je le fais de plus en plus parce que je suis dans le même lot que les autres. Moi ce podcast il me fait du bien à moi la première. Et donc oui, je nous invite tous à repenser un peu nos combats et à les limiter à ce qui est essentiel. Et je pense qu'en plus ça crédibilise nos postures face à nos enfants parce que si cette fois on lâche pas, c'est que quand même ça a l'air important. Parce que si on met la même intensité dans mets tes brassards ou mets tes chaussures, c'est un petit peu difficile de permettre à l'enfant de mesurer ce qui est important et ce qui l'est pas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si j'ai relevé le défi de ne pas oublier, c'est que je crois que, tu vois, quand tu dis, ok, c'est ok pour toi, enfin, c'est ok pour moi que tu sois en colère, je te comprends, tu as le droit d'être en colère. J'observe autour de moi, et moi la première, parfois, trop peur de la réaction de nos enfants. C'est-à-dire, une fois qu'on est aligné, il pleure. C'est quoi le problème d'un enfant qui se roule par terre, qui manifeste son désarroi ou son désaccord en tapant des pieds? Je veux dire, pourquoi on a diabolisé la crise? D'ailleurs, on n'aurait jamais dû l'appeler la crise. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, depuis que j'ai lâché, que je me suis déjà apaisée, que je me suis alignée, et que quand je dis non, c'est non, parce que là, vraiment, c'est ta santé, s'il y a débordement d'émotions de la part de mon fils, j'ai pas de problème avec ça. Et je lui dis, ouais, je comprends. Je comprends, moi non plus, j'aime pas quand on me dit non. Je comprends, là, tu débordes. Alors je lui dis, tu peux faire ci si ça t'aide, tu peux faire ça, je suis là si t'as besoin. Mais je le laisse exploser. Et finalement, ça dure 30 secondes. La plupart du temps, en fait, quand ils ont l'espace, ils l'occupent très peu. Et je me dis, je vois beaucoup de parents qui... c'est bon, donne-lui vite avant la crise, ou vite, il faut éviter qu'il se roule par terre, vite, il faut éviter qu'il crise, qu'il pleure, qu'il tape des pieds, Pourquoi on évite ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire ce blocage des émotions que nous, on a subi quand on était enfant, ce refoulement de tout ce qu'on ressent, et on va pas refaire les erreurs de ne pas apprendre à se réguler, et de ne pas apprendre à nos organes, à notre cerveau et à nous-mêmes. Donc je me dis, je pense que c'est une des erreurs qu'on fait, c'est qu'on veut à tout prix éviter la réaction émotionnelle, alors qu'elle est saine, il faut se le dire, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que tu as complètement raison. Moi, ce que je me raconte, c'est que quand on était enfant, nous, et qu'on a vécu cette intensité émotionnelle, on a été coupés, comme nos parents l'ont été, parce que comme nos parents n'ont pas été accueillis dans ces émotions-là, ils n'ont pas la capacité d'accueillir les nôtres. Et donc nous, au moment où on a ressenti cette émotion, moi, ce que je me raconte, c'est que le parent, comme il a voulu que ça coupe, il s'est énervé ou il a fait quelque chose qui fait que nous, notre système nerveux, il est passé en mode figement. Et donc, quand aujourd'hui, en tant qu'adulte, on voit un enfant être traversé par cette intensité émotionnelle, c'est comme si on repassait en mode figement et qu'on voulait que lui aussi, il arrête, parce que dans le fond, on n'a pas été accueilli et donc on n'a pas pu intégrer dans notre corps et dans nos cellules qu'on est en sécurité même dans l'intensité de la colère, qu'on est en sécurité même dans l'intensité de la peur et de la tristesse. Ça, on est très peu à avoir goûté ce truc de « waouh, je vais pleinement dans ma colère » ou pleinement dans ma tristesse, pleinement dans mon insécurité.
et je suis quand même en sécurité. Et moi, j'adore aujourd'hui observer que j'y arrive de plus en plus parce que je m'accueille de plus en plus dans mes intensités émotionnelles et que je vais guérir ma petite Marion intérieure. Je vois que quand un enfant aujourd'hui est traversé par une colère, une tristesse ou une grande peur, j'arrive vraiment à me connecter à elle ou lui et à lui dire « Tu le sais pas, mais tu as les ressources en toi pour traverser ce qui est en train de se passer. » Ouais. Et c'est comme si ça me guérissait en même temps quand je lui dis ça et ça marche quoi. Les enfants ont réellement cette capacité à se laisser traverser par l'intensité de l'émotion et à aller mieux après. Même si nous on n'a pas réussi, eux ils savent le faire en fait. Nos cerveaux, ils sont faits pour se réguler comme ça. Oui, et c'est, je crois, le meilleur cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, les laisser s'exprimer, traverser ces émotions, ou les émotions traverser leur corps, et constater d'eux-mêmes les ressources qu'ils ont en eux. Et finalement, pour moi, tu vois, les débats sur les différentes éducations, les différents aires éducatifs, il est là le débat. C'est que soit on tombe dans le laxisme parce que on va bloquer l'émotion en cédant, d'accord, fais-le, d'accord, ne va pas là, ou ok, mets-toi en danger, ou ok, mange cette énième glace alors que j'avais dit non. Enfin, on cède parce qu'on veut éviter à tout prix que notre enfant soit dans l'inconfort émotionnel. Soit on tombe dans l'autoritarisme, où là c'est tu t'arrêtes tout de suite sinon je t'en mets une, tu t'arrêtes tout de suite sinon, où on fait les gros yeux, où on fait peur, et en fait on fait intervenir l'autorité pour faire taire cette émotion. Et c'est soit l'un soit l'autre. Non. La juste place à mon goût, enfin là c'est mon point de vue, mais au travers de toutes mes lectures et de tous mes échanges, j'y crois de plus en plus, et de ce que j'observe avec ce que je vis avec mon fils directement, c'est que non, la juste place c'est de laisser traverser cette émotion, lui laisser de la place. Le cadre, il est toujours, en fait on parle de le cadre est toujours là, et l'émotion elle a le droit d'être, et tout va bien, et finalement ça dure. Enfin j'aimerais dire aux parents, faites l'expérience d'accueillir une fois un inconfort émotionnel de votre enfant, et vous verrez, ça dure pas si longtemps. Parce qu'en fait, plus on nous écoute, moins on a besoin de crier. Donc, c'est dans cette logique-là. Donc oui, franchement, c'est un des meilleurs cadeaux que d'aller faire toucher du doigt nos enfants les ressources qu'ils ont en eux. Et c'est une puissance et une confiance qui peut que leur être utile dans la vie. C'est ce qui nous manque, la majorité d'entre nous, c'est ce qui nous manque au quotidien aujourd'hui pour être serein. Complètement. Et du coup, dans les familles que tu accompagnes, il y a des difficultés qui sont récurrentes et des outils que tu leur transmets régulièrement. Alors bon, peut-être tu peux pas tout nous dire, mais est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais confier aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient les intéresser pour améliorer leur posture, en tout cas gagner en sérénité? J'ai envie de leur dire que pour moi, le plus important, c'est vraiment d'être douce et doux avec nous-mêmes. On ne peut pas être bienveillant tout le temps. On est nombreuses et nombreux à avoir grandi avec une voix dans notre tête qui nous dit « tu fais mal ». Tu fais mal, tu pourrais faire mieux, tu pourrais faire plus, tu pourrais faire plus d'efforts, tu pourrais être plus à l'écoute, tu pourrais plus apprendre à te réguler émotionnellement pour pouvoir accueillir ton enfant, tu pourrais plus te former à la communication bienveillante parce que c'est trop stylé et que ça change le monde. Tu pourrais plus faire ceci, plus faire cela. Moi, j'ai envie de dire, allons ensemble sur un chemin où on se réconcilie avec cette petite voix dans notre tête. On lui explique que ça sert à rien de nous critiquer et qu'en fait, on fait du mieux qu'on peut. Et on peut devenir des alliés avec cette part de nous qui nous critique depuis qu'on est tout petit et toute petite. On peut changer de relation avec nous-mêmes. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que de changer sa relation avec soi-même pour changer la relation à l'enfant, en fait. Et donc, on peut se former à la communication bienveillante, on peut se former à la co-régulation émotionnelle, on peut se former à la philosophie Montessori. On peut faire tout un tas de... On peut amasser des méthodes et des connaissances, mais je pense que le chemin le plus important pour accompagner l'enfance en conscience, c'est vraiment de prendre soin de soi et de notre enfant intérieur et de nos petites voix dans nos têtes et de devenir notre propre maman bienveillante, notre propre papa bienveillant, notre propre parent, coparent bienveillant dans notre tête. Pour moi, c'est ça le premier job, quoi. C'est réapprendre à être douce et doux avec nous-mêmes. Est-ce que les familles que tu accompagnes te parlent de la pression de la société ? Parce que... tu vois, moi, par exemple, une des difficultés pour être aussi dans l'authenticité, moi, je vois bien que quand je suis seule avec mon fils, j'ai une façon de faire qui diffère quand
y a des gens autour de moi, quand je suis dans un magasin, quand il y a ma maman près de moi. Je n'ai pas la même charge émotionnelle, j'ai pas la même pression, la même patience. Est-ce que tu as un conseil pour gérer aussi ce côté jugement de la société, posture qu'on veut avoir envers les autres? Parce que clairement, on est une petite sphère à penser comme on est en train de décrire. Et il y a quand même beaucoup de peur dans nos sociétés et on se sent très vite jugé. Et je trouve qu'en plus, quand on a fait le choix d'éduquer différemment, on veut très vite montrer qu'on a raison, prouver aux autres qu'ils se trompent, et on a cette pression-là d'avoir des résultats rapidement. Est-ce que tu as un avis là-dessus sur comment on peut se détacher un peu de la pression sociale, familiale qui nous pollue? Eh bien, je crois vraiment que c'est le même job que celui de se détacher de la voix à l'intérieur de nous qui nous juge constamment. J'ai l'impression que plus on arrive à se détacher de notre propre jugement intérieur, plus on arrive à se détacher du jugement des autres. Et je crois que moi, je vis un peu pareil. J'ai pas la même présence auprès de ma belle-fille quand je suis dans ma famille que quand on est tranquille à la maison tous les trois. Et je crois que le plus important, ça serait d'aller dire à l'enfant: je suis désolée, j'ai pas la même patience quand on est dans ma famille, ou j'ai pas la même patience quand on est dehors, je te parle pas toujours sur le même ton, et j'aimerais être capable d'être tout le temps hyper douce avec toi, comme à la maison, être vachement plus patiente, et j'y arrive pas encore. Et je suis désolée, je vais vraiment essayer de faire en sorte d'être de plus en plus à l'aise à l'extérieur, mais pour l'instant, je vois bien que j'y arrive pas encore, et donc j'ai envie de te dire que je suis désolée quand je te parle moins gentiment, parce que moi, j'aimerais bien qu'on arrive tout le temps à se parler gentiment. Et... Oui, je crois que j'aurais plus envie de mettre mon attention sur l'enfant, en fait. Est-ce que ça peut lui faire, à lui ou elle, de voir que je suis différente dans différents contextes, et j'aimerais bien le ou la rassurer là-dessus en disant: c'est pas du tout toi, en fait. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est vraiment moi. Je me sens un peu en insécurité parfois quand je suis avec certaines personnes, et je suis moins patiente, moins comme j'aimerais. Et oui, c'est intéressant toujours de leur partager ce qu'on ressent et leur donner une grille de lecture de qui on est au moment donné. Et je trouve que nos enfants, ils sont aussi différents quand il y a du monde et quand ils sont tout seuls avec nous. Donc finalement, peut-être qu'en leur confiant que nous, on est un peu en difficulté, ou on est un peu sous pression, ou stressé, ou animé par d'autres énergies, ils vont peut-être se dire: ah ouais, mais moi aussi quand même, quand je suis pas tout seul à la maison, ou qu'il y a des copains, ou qu'il y a mamie, ou qu'il y a papy, ou j'en sais rien, finalement, ouais, je me sens traversée par d'autres choses, et peut-être que ça va aussi leur permettre de se comprendre eux-mêmes, inconsciemment peut-être au départ, mais ça plante des petites graines, quoi. Tu vois, en t'écoutant, je me suis dit, peut-être qu'ils ressentent la même chose, en fait. Et oui, comme quand ils sont timides, quand on arrive dans un endroit où il y a plein de monde et qu'ils se collent dans nos jambes. Moi, j'adore leur dire: tu sais, je suis hyper timide, moi aussi. Mais je sais que dans quelques instants, ça va aller mieux, on va se faire des copains et des copines. Mais oui, parce qu'en fait, on n'est pas si différents, nos besoins sont différents, pas toujours en fait. On se ressemble beaucoup plus, les enfants, les adultes, que ce qu'on laisse paraître. Donc, être un livre ouvert, exprimer, c'est un joli conseil, il est valable pour dans toutes les situations, d'exprimer honnêtement ce qu'on ressent. Là, tu veux pas t'habiller, je te cours après avec la couche dans la main, t'es tout nu dans la maison, je vois que l'heure tourne, on n'a toujours pas mangé, je suis un peu stressée là, parce que là, il y a la soirée, elle m'échappe, quoi, et tu m'aides pas, et là, je me sens un peu déboussolée, comment on fait pour sortir de cette situation? Ça vaut peut-être mieux que j'en peux plus, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me retrouver dans cette situation? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut pas juste être honnête sur le statut qu'on dresse de la situation, et est-ce qu'on peut pas aussi faire confiance à l'empathie de nos enfants qu'ils ont naturellement, et ça peut même les nourrir en fait, là ok, toi tu rigoles, mais moi je suis en détresse, quoi. Donc mais oui, donc ouais. Ouais, je pense que c'est toujours la clé de toute façon, être honnête avec soi-même pour pouvoir l'être avec l'autre. Et quand on est honnête avec un enfant, c'est magique ce qui se passe, je trouve. Il y a vraiment un truc parce qu'ils le sentent quand on ne l'est pas. Donc donc il y a comme un truc qui est pas aligné qui se passe dans la relation et qui abîme un peu le lien, alors que si tout de suite on dit c'est pas contre toi, juste là j'en peux plus, moi. Je suis hyper en colère de ce qui se passe. C'est pas de ta faute, juste c'est hors de question pour moi cette situation, et donc je stoppe le truc, et ouais, être honnête, genre j'ai peur, je suis triste, je suis fatiguée, c'est pas de ta faute si je ressens tout ça. Oui. Et l'exprimer et tenir le cadre et accepter qu'en face il y a une réaction émotionnelle, c'est bienveillant en fait. On n'est pas en train de dire qu'il faut s'asseoir sur nos besoins, qu'il faut tout lâcher.
on peut aussi mettre nos besoins, surtout quand il s'agit de santé mentale et physique, au devant de la scène. Et nos enfants, ils sont capables de traverser tout ce que ça va créer en eux. Et ça reste bienveillant, en fait. Enfin, moi, je n'ai pas du tout le sentiment de céder ou de dire oui à tout, de jamais écouter mes besoins. Je trouve que, d'ailleurs, je les écoute de plus en plus. Et mon fils, il ne se porte pas moins bien. Voilà, il ne faut pas confondre ces sujets-là. C'est juste comment on pose le cadre, violemment ou calmement. C'est pas qu'il n'y a pas de cadre, en fait. C'est comment on le pose, comment on guide notre famille dans le calme, en fait. Dans le calme. Chouette. Est-ce que, Marion, il y a d'autres choses que tu voudrais partager avec nous? Un exemple d'une situation où tu as mis quelque chose en place, ça a fonctionné, ou une difficulté dans laquelle tu n'es pas encore sortie, une philosophie de vie qu'on pourrait garder avec nous? Là, ce qui me vient, c'est... par exemple, moi, j'ai pas été câlinée quand j'étais enfant. Et donc, c'est très compliqué pour moi de faire des câlins aux enfants. Quand un enfant me demande un câlin, il se passe quelque chose en moi qui est très inconfortable. Et c'est dur, je trouve ça trop dur. Je trouve ça trop dur pour les enfants parce que je sais que c'est un moyen d'amour et de rassurer. Et donc, à force d'observer ça et de voir que ça devient douloureux pour ma belle-fille, je me suis dit, ok, je vais aller guérir ma petite Marion qui n'a pas été câlinée. Et donc, très souvent, je fais ça, je vous partage, c'est un outil de visualisation très, très puissant. C'est d'aller se connecter à la part de nous qui a vécu quelque chose de difficile. Je l'ai fait aussi pour un abus sexuel que j'ai vécu quand j'étais petite. Je suis allée reprogrammer mon souvenir. Je retourne voir ma petite fille là où elle a souffert, ma petite fille intérieure là où elle a souffert. Et je lui dis tout ce que j'aurais aimé qu'on lui dise, je lui fais vivre tout ce que j'aurais aimé qu'on lui fasse vivre, je la câline, je lui fais sentir l'amour, ou alors je lui enseigne le consentement avec joie, ou je vais en fait volontairement reprogrammer plein de souvenirs d'enfance où j'estime que j'ai pas été accueillie dans ce que j'étais en train de traverser. Et je vous promets, c'est dingue ce qui se passe après dans la vie. J'ai plus du tout le même contact physique avec ma belle-fille depuis que je fais ça, j'arrive à la câliner vraiment sans qu'il y ait d'inconfort dans mon corps. Parce que ça y est, je suis allée câliner ma petite fille intérieure là où elle en avait besoin. Oui. Et on peut faire ça avec tous les trucs difficiles de notre vie. Oui, et tu vois, au début d'épisode, tu demandais si tu pouvais prendre le risque de paraître perché. Je pense que c'est aussi un mécanisme de défense de certains adultes de se dire « tout ça, c'est perché ». Parce qu'effectivement, c'est pas toujours très confortable d'aller farfouiller dans nos programmes et nos petits-enfants intérieurs. C'est très terre à terre en fait pour moi c'est pas du tout perché de se dire qu'on a été un enfant et que l'enfant qu'on a été fait l'adulte qu'on est aujourd'hui. Pour moi c'est juste une continuité, on se rend compte à quel point on est programmé par la société pour vouloir des choses, voir les choses comme on les voit. Donc pourquoi ce serait pas pareil de notre enfance? C'est quand même on est bercé par des odeurs, des gestes, des mots, des intentions, des intonations. Bien sûr qu'à un moment donné, ça a une empreinte sur qui on est. Donc pour moi, ça n'a rien de perché là-dedans. Oui. Et oui, c'est une information intéressante ce que tu dis parce que effectivement, mais tu en as parlé tout à l'heure, quand on est activé, c'est-à-dire putain mais ça je le supporte pas quoi. Moi ça, quand ils jettent de la nourriture par terre, mais putain je peux pas. Est-ce qu'on pourrait faire l'effort intellectuel et je sais pas si c'est de l'intellectuel d'ailleurs ou spirituel ou j'en sais rien, de se dire mais pourquoi je suis autant activée par un brocoli qui tombe sur le carrelage, je mets un coup d'éponge, c'est fini. Pourquoi ça m'anime autant? Et quand on comprend que nos réactions font un lien directement avec ce qui n'est pas réglé en nous, soigné ou cajolé en nous, on comprend qu'en fait, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, je mets tout un peu en lien, c'est que le travail, on le fait sur nous, pas sur nos enfants, en fait. Eux, ils vont bien, oui. Et c'est à nous de travailler sur nous-mêmes, et plus on comprend qui on est, ce qui nous active, ce qui est encore un peu écorché, et plus on gagne en sérénité, et nos enfants, ils s'alignent avec ça. Donc ouais, je pense qu'il faut sortir un peu de cette vision, un peu pour moi, je suis désolée, je porte un jugement, mais pour moi c'est un peu simpliste de dire ouais c'est perché. Je pense que c'est un peu une excuse. C'est un peu une excuse. Et c'est prouvé neurophysiologiquement. Je pourrais expliquer pourquoi neurophysiologiquement ça marche d'aller
en fait, c'est guérir des traumas grâce à notre néocortex. On vient guérir notre, je vais dire vulgairement, le cerveau reptilien, là où sont engrammées nos activations, tous les moments où on a été figé. Quand adulte, avec notre cœur et avec notre néocortex, notre raison, on vient revenir dans ce souvenir pour apaiser l'enfant. Neurophysiologiquement, on vient réellement guérir un trauma quand on fait ça. Et bien sûr, il y a tout un tas de techniques cognitives de traitement des troubles cognitifs avec le MDR ou tout un tas d'autres méthodes qui sont prouvées scientifiquement. Et on n'est pas du tout en train de parler de spiritualité, de connexion avec l'au-delà quand on parle de déprogrammer des mémoires. Hein. Donc je me permets d'insister un petit peu là-dessus parce que je trouve que c'est... d'ignorer ça, de refuser d'entendre cette science, c'est se fermer des portes incroyables à évoluer et gagner en sérénité, casser les chaînes aussi des reproductions de schémas familiaux qui conviennent plus, qui sont pas sains. Donc voilà, si vous êtes un peu réfractaire à toutes ces approches-là, si ce qu'on vient de dire, ça vous parle pas, ça vous dérange, justement, si ça vous dérange, creusez, lisez, renseignez-vous. On n'est pas en train de parler de spiritualité, on parle de neurologie en fait. Donc ouais, faites-vous ce cadeau d'aller regarder un peu plus près le sujet et d'aller reprogrammer un peu les morceaux de vous qui le nécessitent, que vous souhaitez reprogrammer. Hein. S'il y en a qui estiment qu'il n'y a rien à reprogrammer, tant mieux pour eux. Et c'est possible. Mais voilà, il ne faut pas rester avec ces inconforts et ces gênes. Parce que voilà, on peut être honnête avec nous-mêmes. Parfois, on ne comprend même pas pourquoi ça nous a mis à l'envers. Enfin, moi, la première, il y a des trucs, je suis là, mais pourquoi je me suis foutue en l'air avec ce comportement qui n'est rien, quoi. Ben, ça dit quelque chose de moi, il faut creuser. Creusons. Prenons soin, mais oui. Mais c'est sûr, j'aime bien cette idée de le comportement de l'enfance n'est jamais le problème. Jamais, jamais. C'est notre perception de l'événement qui est problématique. Et c'est là qu'on peut trouver des solutions. Exactement. Et très souvent, ça débloque le comportement en plus. Mais oui, changeons notre regard sur les choses et déjà, on le vivra mieux. Et en plus, juste en regardant les choses différemment, les solutions, déjà, elles se présentent. Super. Marion, est-ce qu'il y a une personne que tu trouverais pertinente d'inviter à ce micro d'Horizontal dans ton entourage? Oui, c'est pas mon entourage proche, mais sur Instagram, Marion Querc, que tu connais peut-être, qui a écrit Une enfance en or. Ouais. On te l'a peut-être déjà conseillé. Oui. C'est une personne qui parle très très bien de justement ce virage dans la société que toute la société doit prendre. Je pense que ce sera plus facile pour les parents de changer leur regard quand la société déjà regardera l'enfant différemment. Donc elle est très intéressante, Marion. Ben merci Marion. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? Je vous souhaite une belle aventure dans cette quête de paix intérieure. Je pense que c'est vraiment la plus chouette aventure de notre vie que de faire la paix avec nous-mêmes et toutes les facettes de nous-mêmes pour pouvoir accueillir l'enfance dans tout ce qu'elle est. Je suis en ligne avec toi. Merci beaucoup. Pour ce moment. À bientôt. À bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Horizontal, le nouveau podcast qui déverticalise les relations adultes-enfants. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur la plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet. Si vous souhaitez venir partager votre expérience, contactez-moi sur la page Instagram. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous souhaite beaucoup de douceur avec vos enfants.